Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du petit exo de colle, aujourd'hui numéro 76. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice de groupe. L'énoncé est le suivant. Nous avons G étoile, un groupe fini, qui, un morphisme de groupe non constant, qui va de G étoile vers C étoile, muni de la loi fois. Et on aimerait calculer la somme des qui de G pour G dans grand G. Donc c'est un exercice qui peut tout à fait se faire en première année de classe préparatoire, pour peu qu'on ait vu les notions de groupe et de morphisme de groupe. Et sous-jacent à cet exercice, on est en train de toucher du doigt une notion un peu plus compliquée qu'on voit généralement en licence 3 ou en maîtrise. J'ai nommé la notion de caractère. C'est en fait la notion de caractère d'un groupe. Je vais faire juste une petite aparté là-dessus, avant de lancer une résolution. Donc on appelle caractère de G tout morphisme de groupe allant de G vers C étoile. Donc muni bien sûr de la loi fois. Donc ça c'est la notion de caractère, et derrière la notion de caractère il y a également la notion de groupe dual. Donc G chapeau, généralement c'est noté comme ça, G chapeau c'est le groupe dual. Et en fait c'est le groupe engendré par les caractères de G, muni bien sûr de la loi de composition. Pas tout à fait de composition. Peut-être tout simplement de produit, je suis en train de me dire, mais voilà, bon bref. Oui, de produit, tout simplement, je pense que c'est produit que je voulais écrire. Donc muni du produit. Donc voilà, parce que la composition c'est pas trop possible, hein, vu que je pars de G pour aller vers C étoile, je peux pas partir de G aller C étoile, puis repartir de G, voilà, problème de composition. Donc non, c'est bien un produit, voilà. Et pourquoi j'en parle un petit peu, c'est parce que c'est lié à de la théorie des représentations des groupes. Donc sous-jacent à tout ça, il y a des questions de représentation, en fait des caractères de G vers C étoile, c'est un cas particulier d'étude de représentation d'un groupe. Donc vraiment il y a de la théorie derrière, il y a de la théorie des représentations des groupes. Pas des algèbres comme j'ai l'habitude de faire moi, mais un autre pendant de la théorie des représentations. L'idée de la théorie des représentations, simplement pour le rappeler, si vous ne l'avez pas entendu auparavant, c'est en fait l'idée de mettre à la place des objets, de voir à la place des objets d'un groupe, voir en fait plutôt des morphismes en fait sur un espace vectoriel. Donc par exemple, si je vois le groupe des symétries dans R3, je pourrais, donc le groupe symétrie c'est le groupe des, des permutations, hein, donc c'est les bijections de 1,3 vers 1,3 par exemple. Eh bien si je prends ce groupe de permutations que je veux faire agir sur R3, je peux dire que je le fais agir en faisant par exemple, en échangeant l'axe des X avec l'axe des Y pour la transmission 1,2, l'axe des... Donc je vais peut-être faire un petit dessin juste pour être clair sur ce que je commence à dire là. Donc on peut très bien imaginer le groupe S3 qui agit sur cet espace-là, et donc pour faire agir, on pourrait lui faire échanger l'axe des X, l'axe des Z via la transposition 1,3, faire échanger l'axe des X, l'axe des Y avec la transposition 1,2, et puis vous l'aurez compris, ici ce sera la transposition 2,3. Voilà. Et donc c'est ça l'idée de faire de la théorie des représentations, c'est essentiellement voir les objets de groupe comme étant en fait finalement des applications sur des espaces vectoriels, des applications linéaires sur des espaces vectoriels. Donc là ici il s'agit de symétrie ou des choses comme ça. Je ne vais pas rentrer dans davantage de détails, je trouve que c'est quand même un sujet intéressant et je voulais juste vous en parler un petit peu si toutefois ça vous pique un peu la curiosité. Ici pour cet exercice, il n'y a absolument pas besoin de savoir tout ça. D'accord ? C'est vraiment juste pour votre connaissance personnelle et puis si vous voulez en voir davantage. Cet exercice peut vraiment se faire juste avec le minimum de connaissances en première année de classe préparatoire. Et donc dès maintenant, je vous invite à faire une petite pause sur la vidéo pour essayer de répondre à cette question. Que vaut cette somme des qui de G pour G dans grand G, sachant que qui est un morphisme de groupe
de G vers C étoile non constant. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Je trouve que c'est un exercice plutôt sympa à faire. Et pour peut-être avoir une petite intuition de ce que pourrait faire cette somme, vous pourriez vous dire, bah, on peut se faire un exemple. Rien ne nous empêche d'essayer de faire un exemple. Alors, des exemples, vous en connaissez au moins un. Je pense que vous en connaissez au moins un parce que bah, ça fait partie des exemples, des premiers exemples que l'on peut voir comme morphisme de groupe. Et notamment morphisme de groupe sur des groupes finis. Je pense que vous devriez connaître, en tout cas à un certain point par rapport au programme de prépa, vous devriez connaître le morphisme qu'il peut y avoir entre z sur nz et les racines énièmes de l'unité. Donc en effet, vous connaissez normalement ce morphisme, donc je sais pas, je vais l'appeler... je vais juste faire un exemple pour l'intuition. Je pourrais regarder le morphisme qui va de z sur nz avec la loi plus vers les racines énièmes de l'unité avec la loi fois et qui donc a un élément, donc disons k, que je vais souligner exprès pour dire que c'est la classe de k. J'associe exponentielle de i de k pi sur n. Donc la racine énième de l'unité, la kème racine énième de l'unité que je pourrais voir, car les racines énièmes de l'unité s'écrivent tous de cette manière-là, avec k compris entre 0 et n-1. Donc ce morphisme-là, c'est un morphisme qui va être bijectif. Hein. Donc on fait bien le tour de toutes les racines énièmes de l'unité de cette manière-là. Je refais pas toutes les vérifications, mais si vous voulez le faire, amusez-vous à le faire. Je pense que ça peut être sympa de faire cet exercice-là, de revérifier comme ça que ce truc-là est un morphisme de groupe. Et un truc, vous avez un exemple ici, bah, vous avez très envie d'appliquer l'exemple pour le calcul que vous voulez faire ici, c'est ce que je vais faire. Donc j'aimerais faire alors la somme des qui de k souligné, et bah ici les k vont aller de 0 jusqu'à n-1 pour faire le tour de toutes les classes des éléments de z sur nz. Cette somme-là correspond essentiellement à faire la somme de toutes les racines énièmes de l'unité. Et ça fait partie des résultats classiques. Bon, vous pouvez refaire le calcul en utilisant des formules de série géométrique, mais ça c'est un cas très très classique qu'il faut connaître. La somme des racines énièmes de l'unité fait toujours 0. Ok, pour peu que n soit plus grand que 1, bien sûr. Ouais, plus grand. Donc tant que n est plus grand que 1, strictement. Donc on a ce résultat-là. Ok. D'ailleurs, prendre n égale 1, ça n'a pas beaucoup de sens, puisque ça veut dire qu'on a un groupe avec un seul élément, et du coup, bah là, morphisme non constant, bah, malheureusement, ça ne marchera pas, on aura toujours un morphisme constant. Donc voilà, vous avez ce résultat-là, et vous trouvez 0, parce qu'on a fait la somme des racines énièmes de l'unité. Donc ça, c'est un exemple que vous pourriez avoir en tête, et vous dire, bah ok, a priori, avec cet exemple, j'ai l'impression qu'on va obtenir 0. Très bien, ok. Un autre exemple qu'on pourrait avoir en tête quand même, parce que bon, j'aimerais le mentionner, c'est un autre exemple de caractère qu'on rencontre, et qu'on rencontre peut-être assez souvent quand on travaille avec les permutations, c'est la signature. En effet, la signature, je rappelle rapidement ce que c'est un morphisme, on peut le voir comme un morphisme, qui va de l'ensemble des permutations, avec la composition, vers, bon, en fait on peut se dire que c'est moins 1, 1, avec la loi fois. Et en fait, pour rappeler ce que c'est plus précisément la signature, c'est un morphisme qui a une permutation associe en fait le nombre de transpositions nécessaires pour écrire sigma, sous la forme d'un produit de ces transpositions. Alors, si je ne suis pas très clair avec ça, je peux juste vous faire des exemples. L'identité, par exemple, n'a pas de transposition, donc ça, c'est envoyé vers 0. Enfin, vers 1, pardon. Et d'ailleurs, j'ai fait une bêtise, parce que c'est pas le nombre de transpositions, c'est moins 1 puissance le nombre de transpositions. Bon, nécessaire, je l'ai écrit tout à l'heure, je ne vais pas réécrire. Donc, moins 1 puissance le nombre de transpositions nécessaires. Donc, l'identité, il y en a 0, donc je fais moins 1 puissance 0, ça fait 1. Pour n'importe quelle transposition, IJ, donc une transposition c'est juste échanger I et J et le reste ne bouge pas. Bon bah ça, c'est envoyé vers moins 1.
Et puis bon, on peut continuer comme ça, hein. Si j'ai un cycle IJK, n'importe quel cycle peut s'écrire comme une composition de deux transpositions qui serait JK composé avec IJ, puisque bon il faut que... non, la composition est dans l'autre sens, je suis en train de me rendre compte, puisqu'il faut que I soit envoyé vers J et J soit envoyé vers K. Donc c'est IJ composé avec JK. Comme ça, I est envoyé vers J est envoyé vers K, et K est envoyé vers J est envoyé vers I. Donc tout va bien. Donc ce 3 cycles s'écrit comme un produit de 2 transpositions, donc la signature va être -1 puissance 2, donc 1. Ok. Donc la signature, c'est un autre exemple de caractère. C'est un caractère pour le groupe des permutations. Et bien là, vous pourriez vous amuser à dire, ok, très bien, alors si je prends cet exemple, qu'est-ce qui se passe si je m'amuse à faire la somme sigma appartenant donc à Sn de epsilon de sigma. Alors, pour faire ce calcul, on peut s'y prendre de 2 manières. Une, on a un petit peu de connaissances. Donc, dans les 2 cas, il faut de la connaissance. Donc, d'un côté, je peux avoir la connaissance du groupe Sn et je peux avoir en tête que le nombre de permutations qui ont un signe plus, c'est le même que le nombre de permutations qui ont un signe moins. Voilà. Et si je sais ça, ça veut dire que le nombre de 1 et le nombre de moins 1, c'est le même. Donc finalement, je vais obtenir 0 en sachant ça. Je peux le faire de cette manière-là. Mais une autre manière un petit peu plus rigolote, je trouve que c'est assez rigolo à voir, et je le vois juste à l'instant, mais un truc rigolo à noter, c'est qu'en fait ce calcul-là, ça peut correspondre à un calcul de déterminant d'une matrice. Puisque je vous rappelle que les formules de déterminant de matrice, alors là ça dépend de si vous avez vu les matrices avant, mais une formule de calcul de déterminant, ça peut être la somme pour sigma. Donc c'est justement la formule qu'on utilise en toute théorie. Donc la somme des sigma appartenant à Sn, des epsilon de sigma, donc la signature de sigma, fois le produit des AI sigma I pour I allant donc de 1 à n. Donc le calcul du déterminant de n ressemble beaucoup au type de formule que je viens d'écrire, sauf que ce produit-là, il vaut 1. Vous pouvez donner une matrice simple pour laquelle ce produit vaut 1 et une matrice simple pour laquelle ce produit vaut 1. C'est tout simplement le déterminant de la matrice où il n'y a que des 1 partout. Il n'y a que des 1 partout. Et donc ce déterminant, si vous travaillez avec une matrice n plus grand que 2, bien sûr, donc si vous travaillez avec une matrice n fois n avec n plus grand que 2, cette matrice-là, elle n'est pas inversible, donc son déterminant est directement nul. Donc voilà, bon, chose rigolote au passage, mais bref, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'avec encore un autre exemple, on se rend compte que la somme des images par le caractère de n'importe quel élément dans le groupe donne 0. Donc avec ces 2 exemples, on semble pouvoir se diriger vers le fait que la somme vaut 0. Et sachant que c'est encore une fois un exemple qui n'est pas constant puisqu'on peut valoir 1 ou moins 1. Ok, maintenant que j'ai fait ces 2 exemples, je vais vous faire la preuve, la résolution complète. Vous allez voir que le fait que qui ne soit pas constant va avoir une grosse importance, parce que si elle était constante, ça serait toujours égal à 1 pour n'importe quel élément du groupe, et donc ça ne pourra pas valoir 0. Ok. Donc la résolution va marcher de la manière suivante. On sait que qui n'est pas constant. Donc là, je fais vraiment le cas général, on a notre groupe, on a notre morphisme de groupe. Donc n'est pas constant. Et on sait déjà que qui de 1 vaut 1, et puis si ça devait être constant, tout le monde serait égal à 1. Okay, donc il n'y a aucun problème à dire que dans ce cas-là, s'il n'est pas constant, ça veut dire qu'il existe un élément du groupe. Donc il existe, on va l'appeler H, un élément du groupe, tel que, donc qui ne sera pas du coup l'élément neutre, on pourra le vérifier après, tel que qui de H est différent de 1. D'accord ? Et donc par conséquent, H ne peut pas être l'élément neutre du groupe. Bien, alors maintenant que j'ai dit ça, le groupe, je l'écris sous la forme multiplicative, l'étoile c'est pour sous-entendre aussi que c'est un groupe multiplicatif, voilà, c'est pas un problème. Eh bien, il y a un morphisme bijectif qui existe sur les groupes, un morphisme qui est donné juste par multiplier par un élément du groupe. Donc on peut déjà affirmer que
on a un morphisme bijectif, donc comment on peut l'appeler? On peut l'appeler peut-être H tilde, voilà, appelons-le H tilde. Donc H tilde, ça va être un morphisme qui a un élément du groupe G, qu'on appelle G, associe la multiplication à gauche. Bon, je peux faire un choix, hein, mais... Donc H étoile G, et ce morphisme-là, c'est un morphisme bijectif, donc c'est un morphisme déjà, et c'est un morphisme bijectif. Donc, et un morphisme de groupe. Même, je peux me préciser, allez, isomorphisme, on va utiliser le terme correct. Donc, isomorphisme de G. Donc, je peux même, voilà, je pourrais même dire automorphisme, hein, puisqu'on est de G vers G. Donc, les utilisations de mots qu'on fait en espace vectoriel peuvent marcher également quand on travaille avec des morphismes de groupe, des morphismes d'anneaux, des morphismes de corps, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, donc c'est un automorphisme de G, et son inverse, c'est assez simple de trouver, c'est juste H-1, multiplié par H-1 à gauche. Donc il n'y a pas de problème. Ok, alors maintenant que j'ai dit ça, bah, ça veut dire que faire la somme pour G dans le grand G des qui de G, c'est la même chose que faire la somme pour G dans le grand G des qui de H étoile G. Puisque je viens de dire que c'est un automorphisme, donc ça veut dire que en faisant H étoile G, je vais faire le tour de tout le groupe, comme je l'aurais fait juste en faisant G. Très bien, une fois que j'ai fait ça, je vais utiliser la propriété de morphisme de groupe, et pouvoir dire que ce truc-là, c'est la même chose que la somme pour G dans G de qui de H fois qui de G. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que je viens d'utiliser la propriété de morphisme de groupe. Hein. D'accord? Qui est un morphisme de groupe versé étoile croix. Donc j'ai ce truc-là. Et puis maintenant, ce produit, H ne dépend pas de G. Et du coup, cette somme-là, hein, je peux facilement mettre en facteur qui de H. Donc je vais pouvoir écrire que c'est la même chose que qui de H fois la somme pour G appartenant à un grand G de qui de G. Bon. Alors, si je fais la soustraction du coup de mon point de départ avec mon point d'arrivée, j'obtiens 1 moins qui de H fois la somme des qui de G, G dans le grand G, est égal à 0. Bon, on sait déjà que qui de H est différent de 1, donc ça, c'est différent de 0. Par conséquent, à cause de l'intégrité de l'anneau ou du corps, enfin peu importe, le fait que c'est un corps ou le fait de dire que C plus croix est intègre, peu importe, on obtient que cette somme vaut 0. Exactement comme on l'a pressenti avec les exemples que je vous ai donnés juste avant. Et voilà qui conclut l'exercice. Donc voilà, c'est un joli exercice de petite manipulation, vraiment pas grand chose, petite manipulation autour des caractères, et donc de manière très cachée autour de la théorie des représentations de groupe. Je ne vais pas rentrer dans davantage de détails parce que sinon je risque de perdre un peu tout le monde, mais voilà, je trouvais ça vachement intéressant comme exercice et je voulais vous le partager sous cette forme, hein, donc sous la forme d'un petit exo de colle. Donc j'espère que cet exercice vous aura plu, hein. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me soutenir ou à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche en même temps pour avoir les dernières infos concernant la chaîne. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!